Bienvenue dans le débat. La guerre au Moyen-Orient entre dans son 6e jour. Les frappes s'enchaînent sur les capitales du Moyen-Orient, de Téhéran à Beyrouth, en passant par les grandes villes du Golfe, ainsi que Tel Aviv. Le président azerbaïdjanais a dénoncé, quant à lui, aujourd'hui une attaque qu'il qualifie de terroriste, une attaque de drone iranien, dit-il, sur un aéroport et près d'une école. Il promet des représailles. L'Iran a démenti être à l'origine de cette attaque et rejeté la faute sur Israël. La fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran fait déjà grimper les prix du pétrole et du gaz. La Russie, alliée de l'Iran, pourrait en profiter. En revanche, la Chine, l'autre alliée de Téhéran, est dépendante de ses approvisionnements du Moyen-Orient. La Chine qui demande d'ailleurs à ses raffineurs de pétrole de suspendre ses exportations d'essence et de gasoil. On va revenir donc sur ce 6e jour de guerre contre l'Iran. Où en est-on ? On va s'intéresser ce soir à la fermeture de ce détroit d'Ormuz, à ses conséquences mondiales, et on va parler géopolitique, les alliés de l'Iran, la Russie ou encore la Chine. Comment se comportent-ils dans cette guerre ? J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Jean-Maurice Ripper. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, ancien ambassadeur en Russie et en Chine. La paix par le droit, c'est votre dernier livre, coécrit avec Claire Brisset et Marc Perrin de Brichambault, et ça vient donc de sortir. En face de vous, Jean-Paul Palomero, c'est avec nous. Bonsoir, général. Bonsoir. Merci d'être là, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Nous avons ce soir une économiste, Stéphanie Villers. Bonsoir. Bonsoir. Économiste et conseillère économique chez PwC France. Bienvenue. Et puis en face de vous, Adel Bakawan. Bonsoir. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de La décomposition du Moyen-Orient aux éditions Taillandier. 6e jour de cette guerre au Moyen-Orient. On fait d'abord un point en images sur la riposte de Téhéran avec Stéphanie Pérez, Nazila Maroufian et Nathan Akloc. Dernière cible des frappes israéliennes ce matin, le stade Azadi de Téhéran, le plus grand d'Iran, partiellement détruit. Également touché, un commissariat de police. De jour comme de nuit, le rouleau compresseur ne s'arrête pas. La population s'habitue à vivre au rythme des explosions. Et dans leur point quotidien, les Israéliens maintiennent la pression. L'objectif de l'opération est d'infliger des dommages considérables au régime terroriste iranien jusqu'à neutraliser la menace qu'il représente. Combien de temps la République islamique, pilonnée, pourra-t-elle tenir ? Les Américains et les Israéliens affirment avoir abattu 300 lanceurs de missiles depuis samedi. Et ils notent que les tirs tactiques iraniens ont diminué de 86% depuis le début de la guerre. Même constat pour les attaques de drones, moins 73%, toujours selon la coalition. Il y a plusieurs interprétations à cette baisse drastique des tirs. La première, c'est que les stocks sont en baisse et qu'ils ne peuvent plus maintenir des rythmes de tir comme ils l'avaient au début de la guerre. La deuxième explication, c'est qu'ils peuvent aussi gérer les stocks, c'est-à-dire qu'ils imaginent en conserver pour une phase ultérieure de la guerre. Même affaibli, l'Iran a visé le Qatar ce matin, plusieurs salves. Et pour la première fois, l'Azerbaïdjan. 3 drones ont visé l'aéroport d'une enclave autonome de l'autre côté de la frontière. Difficile d'estimer l'état réel des stocks iraniens, ni la capacité actuelle de production. De l'avis des experts, il y a un autre aspect à ne pas négliger, le moral des dirigeants de la théocratie iranienne, prêts à tout pour la survie de la République islamique. Et la télévision d'État iranienne qui affirme à l'instant que des drones iraniens ont touché le porte-avions Abraham Lincoln. Je cite. Général Paloméros, justement, je voulais démarrer avec vous. Quel bilan finalement sur la stratégie militaire américaine et israélienne on peut faire en 6 jours ? Qu'est-ce qui vous frappe ? Est-ce que c'est la coopération bien huilée entre les États-Unis et Israël ? Est-ce que c'est la puissance de frappe, comme ont l'air de dire les Américains ? Est-ce que c'est la coopération en matière de renseignement ? Qu'est-ce qui vous frappe le plus ? Moi, je ne cesse d'être frappé par la qualité de l'armée de l'air israélienne. C'est absolument extraordinaire. À la fois la résilience, l'efficacité. C'est une des plus belles armées de l'air du monde. Il y a qu'elles qui puissent tenir un rythme pareil à la dimension de leur pays. Deuxièmement, il y a ce qui me frappe, c'est un peu faute d'une stratégie.
la stratégie, elle s'invente en marchant. Alors, il y a des étapes qui sont à peu près obligatoires, priver le pouvoir de ces centres d'action, mais il y en a beaucoup qui sont diffus sur et le territoire iranien, il est grand. Donc, on n'est pas au bout du compte. Il ne suffit pas de frapper un commissariat, etc. Et il va falloir s'en prendre à l'outil de production de ces systèmes. Troisièmement, la difficulté de la bataille à la fois contre les missiles balistiques et les drones combinés. Et ça, c'est un véritable axe, je dirais, de gravité, et qui va nous amener, d'une manière plus générale, à considérer le rôle de la population elle-même. On voit qu'on monte en violence, finalement. Il y a eu un appel d'Israël pour déplacer une partie de la population d'un quartier. Donc, progressivement, comme ça se passe dans beaucoup de conflits... Vous parlez du Liban, là Non, le Liban peut-être, mais là, je parle vraiment de l'Iran. On va voir sans doute une montée en puissance de la violence parce que les alliés vont avoir du mal à atteindre leur but. Et puis, dernier point que je n'omettrai certainement pas, c'est ce que j'ai appelé la bataille d'Ormuz, qui me semble d'un enjeu stratégique majeur. Parce que si nous, et là je nous mets dans la boîte, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le président de la République qui l'a dit lui-même, si nous ne gagnons pas cette bataille, les Iraniens auront par définition gagné une bataille stratégique avec un impact économique considérable. Jusqu'à présent, on considérait que ce n'était pas un sujet. Moi, je pense que c'est au contraire un des sujets, si ce n'est le plus important. Et on va y revenir. Jean-Maurice Ripert, votre analyse sur les buts de guerre en 6 jours, les buts de guerre des États-Unis ont-ils changé? Est-ce qu'il y a une cohérence ou pas de cohérence? Déjà, je pense qu'il faut souligner le fait que, dès le départ, il était clair que les buts de guerre israéliens et les buts de guerre américains n'étaient pas les mêmes. L'État d'Israël, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, n'est pas la question. Joue sa survie face à un État qui demande résolument sa destruction pure et simple et qui a financé, on ne va pas y revenir, et soutenu que ce soit les massacres du 7 octobre du Hamas ou bien les actions du Hezbollah ou des Houthis. Donc Israël joue sa survie. On peut dire aujourd'hui d'ailleurs que les ayatollahs et la République islamique jouent sa survie aussi. Moi, je pense qu'on est dans une situation de ce point de vue-là qui, bizarrement, est parallèle peut-être à ce que j'ai dit souvent à propos de la guerre en Ukraine. Il est possible que les Ukrainiens ne gagnent pas la guerre. L'essentiel, c'est que les Russes ne la gagnent pas. Il est possible que les Iraniens ne perdent pas la guerre. L'essentiel, c'est qu'ils ne la gagnent pas. L'essentiel pour les démocraties du monde et pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient, puisqu'il est clair aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire, que l'Iran a décidé de s'en prendre à l'ensemble du monde arabe. Et là, c'est évidemment qu'interviennent les États-Unis. Ils interviennent à la fois en appui aux Israéliens, parce que ce sont leurs alliés privilégiés, personne d'autre ne le fait, il faut dire les choses clairement, mais aussi parce que, il faut quand même le rappeler aussi, contrairement à ce que j'entends ici ou là, les négociations multilatérales sur la reprise du dialogue sur le nucléaire ont échoué. Et elles ont échoué parce que jusqu'au dernier jour, les Iraniens ont refusé d'y participer de manière proactive, ont refusé d'accepter que l'AIEA revienne pour inspecter les sites d'enrichissement d'uranium. Donc ça n'est pas faux de dire que d'une certaine façon, les Iraniens sont quand même largement responsables. Trump n'avait pas ce l'intention qui de faire la parti. guerre de toute façon? Ça, je ne sais pas. Écoutez, être dans la tête de Trump, passez-moi l'expression, est quelque chose d'un peu risqué. Et en tout cas, il dit en ce moment, à l'instant, que les États-Unis vont influencer, vont en fait même désigner le successeur de Ali Khamenei. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, à mon avis. C'est sa dernière déclaration, après avoir dit que cette guerre, c'était son instinct. On va peut-être laisser parler les Iraniens, pour une fois, justement. Alors, on va écouter justement Adel Bakawan, parce que je voudrais vous faire réagir justement sur les Kurdes iraniens d'Irak, puisque vous-même, vous êtes kurde. Le risque, est-ce que c'est qu'ils prennent effectivement les armes et fomentent une révolte contre le pouvoir? Donald Trump a dit aussi aujourd'hui qu'il les encourageait. Et on va écouter d'ailleurs le chef des milices kurdes. Nous avons préparé tous les scénarios. Compte tenu de la situation actuelle en Iran, nous sommes prêts à intervenir et à jouer un rôle de premier plan. Des conversations téléphoniques avec Trump ont eu lieu. Il ne s'agit pas de simples rumeurs.
Adel Bakawan. Donc, il faut bien expliquer qu'ils sont en Irak, mais ils sont en fait Kurdes iraniens. Et l'idée, ce serait peut-être une offensive de certains groupes de Kurdes iraniens qui, en Iran, vous y croyez, la CIA, manifestement, le soutient. Oui. Vous avez l'air dubitatif, donc... Non, mais je voulais dire, la question kurde en Iran, c'est très intéressant, mais avant la question kurde, c'est plutôt le centre de gravité à Washington et non pas à Erbil ou à Mahabad. Mais pourquoi ont-ils l'air d'insister, les Américains, là-dessus ? Et non pas ailleurs, mais si vous me permettez rapidement, moi je partage largement cette grille de lecture, c'est que le problème, c'est ce désaccord entre Israël et les États-Unis d'Amérique concernant le but de la guerre, parce que tant que il y a une évidence. L'évidence, c'est qu'il y a une supériorité militaire extraordinairement incroyable des États-Unis d'Amérique et ça étonne personne. Ça étonne personne et ça ne peut pas être le contraire. Mais maintenant, tout ça, pourquoi ? Est-ce que le but, c'est négocier avec la branche modérée du régime ? Est-ce que le but, c'est faire défection de l'armée régulière contre les Pasdaran ? Est-ce que le but, c'est demander à la population 10 millions de descendre dans la rue pour faire chuter le régime ? Est-ce que le but, pour venir à votre question, c'est armer, soutenir l'opposition ? Et si oui, à partir de quoi ? Apparemment, les États-Unis d'Amérique, entre le Reza Shah et sa base populaire, entre les Moudjahidines du peuple et leur organisation, les Balouches, les Turkmènes, les Arabes, ils ont choisi les Kurdes, comme toujours. Ils avaient choisi les Kurdes en Syrie, ils avaient choisi les Kurdes en 2003 en Irak, et aujourd'hui, ils choisissent encore une fois les Kurdes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est cohérent, c'est cohérent. Les Kurdes, dans ces trois pays-là, forment l'allié le plus crédible pour les États-Unis d'Amérique. Déjà, si vous me permettez, Stéphanie, je vais corriger un concept, le concept de milice. En réalité, le concept de milice n'est absolument pas adapté à la situation des Kurdes, au contexte national du Kurde. Parce que ces Kurdes-là qu'on a cités, il y a 5 groupes. Il y a l'OPDKI, le Parti démocratique du Kurdistan iranien, il y a Komallah, il y a l'OPJAK, etc., etc. Il existe depuis 1946. C'est-à-dire ils sont en lutte armée d'abord contre la monarchie et ensuite contre la République islamique d'Iran. Ils étaient là avant les Américains. Ils sont lourdement armés, formés avec des... Il y a plusieurs milliers de combattants. Maintenant, donc il pourrait y avoir une offensive. Ça n'est maintenant, pas... les Américains, à ce jour-là, à ce stade-là, les Américains et les Israéliens ne sont pas prêts d'envoyer un seul soldat sur le sol iranien. Ils sont très très forts par la voie aérienne, si on peut parler comme ça. Et ils ont besoin des troupes au sol. C'est exactement ce qui s'est passé en 2014 avec Daesh. Aucun pays n'était prêt d'envoyer leurs troupes au sol. Et donc, ils ont demandé aux Kurdes d'envoyer les troupes au sol pour défaire l'organisation Daesh. Seulement, la République islamique d'Iran n'est pas Daesh. On est à une autre échelle. Alors, ce qu'ils souhaitent, c'est libérer, je ne sais pas si le mot libérer à sa place ou pas, entre guillemets, libérer le Kurdistan iranien où on a la continuité territoriale pour faire une zone dans laquelle on regroupe l'ensemble de l'opposition iranienne, Balouches, Perses, Turkmènes, Arabes, etc. Et à partir de cette base-là, les envoyer vers Téhéran. C'est réaliste, en un mot, oui. Dans l'absolu... La Turquie laisserait faire, enfin bon, on va faire toute l'émission là-dessus. Tout est simple autant que scénario, mais factuellement, c'est très compliqué. 6e jour de guerre, donc, qui commence à peser aussi sur le commerce mondial. En raison, donc, vous le disiez, on en parle beaucoup, de la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz. On va regarder cette carte. Ce détroit d'Ormuz, c'est 33 km de largeur entre le golfe Persique et la mer d'Arabie. C'est 1/5 du pétrole qui transite par ce détroit d'Ormuz, 1/5 du gaz mondial. Stéphanie Villers, les cours du pétrole sont en hausse ce jeudi. C'est déjà un choc sur les prix du gaz et du pétrole au niveau mondial. Mais ça commençait effectivement à secouer. Il y a un signal d'alerte qui a été mis sur les marchés financiers parce que deux choses. On avait à peine fini la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et nous voilà repartis sur une nouvelle crise énergétique. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette histoire de détroit d'Ormuz. En fait, tant qu'il reste bloqué, le risque de ce conflit régional risque de se propager en crise économique mondiale. En réalité, avec l'Ukraine, c'était plutôt l'Europe qui était touchée
dans son approvisionnement d'énergie fossile. On voit qu'aujourd'hui, avec le détroit d'Ormuz, c'est l'Asie. Alors déjà, la Chine en particulier. Oui, la Chine, mais aussi l'Inde, le Japon aussi, qui est très dépendant du pétrole d'Arabie Saoudite. Donc, même si certains pays ont réussi à faire des réserves, l'Inde, par exemple, a très peu de réserves de gaz et se dit, non, mais vous voulez pas que, vis-à-vis des États-Unis, que j'aille me tourner vers la Russie, mais j'ai quoi comme option ? Alors, si je ne peux pas récupérer du gaz en provenance de Moyen-Orient, j'ai pas d'autre option. Donc en fait, c'est quand même, c'est pas ça profite à la Russie première. au final. Ça profite à la Russie si tant est que l'Inde décide de outrepasser parce que ça risque de braquer aussi les États-Unis. Je vous rappelle que quand même les Américains étaient un peu en colère contre l'idée que l'Inde pouvait se tourner vers la Russie. Donc d'un conflit local, régional, en fait, les conséquences vont être et les conséquences économiques risquent d'être mondiales. Et plus ça dure, plus elles seront importantes, ces conséquences. Général Paloméros, vous parliez de ce blocus justement du détroit d'Ormuz. Ça fait partie d'une stratégie, parce que ce détroit d'Ormuz est maintenant qualifié de zone d'opération de guerre. Manifestement, c'est comme ça qu'on dit dans ces cas-là. Est-ce que ça fait partie de la stratégie, une stratégie de guerre du côté iranien ? Parce que finalement, ils en pâtissent également, puisqu'ils ne peuvent plus exporter. On va quand même pas faire semblant de découvrir que le détroit d'Ormuz est un enjeu stratégique dans cette région. Simplement... c'est pas la première fois, effectivement. Non, mais on s'accommode... parce que ça satisfaisait finalement tout le monde. Il y avait le libre passage de facto qui était accordé dans la mesure où on ne s'en prenait pas à l'Iran. Et puis, tout le monde vivait comme ça, sans vraiment se poser la question, en se disant s'il va se passer la prochaine fois qu'il est... Et c'est ce qui est quand même regrettable. On ne peut pas refaire l'histoire et on ne peut pas s'ériger en censeur. Ce n'est pas du tout l'objectif, mais quand même... Une guerre qui est déclarée avec les Israéliens, mais quand même par Donald Trump. On s'y attendait, on ne s'y attendait pas. Moi, je ne pensais pas qu'il allait y aller, mais peu importe. Malgré l'armada qu'il avait déployée. Peu importe. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas été préparée. Je ne dis pas que les états-majors n'ont pas préparé les ciblages et tout ça, et y compris les Israéliens, ils sont très forts en la matière, il n'y a pas de doute, mais préparée avec cette gamme d'options qui est nécessaire pour préparer une guerre de cette ampleur. C'est-à-dire, il y a quand même un voisinage. Comment on fait pour le protéger ? Question quand même qui est aujourd'hui plus que brûlante. Quels sont les points stratégiques ? Quels sont les centres de gravité ? Le détroit d'Ormuz en est un. Évidemment, les stocks de missiles balistiques et les drones ne peuvent pas être négligés. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la population qui malheureusement va souffrir de plus en plus parce que ça va être de plus en plus violent. Donc, tout est parti de là. Une sous-estimation, peut-être qu'on était trop pris par ce qui s'était passé pendant la guerre des 12 jours, où il y avait eu une sorte de... L'Iran avait retenu son bras, en quelque sorte, on s'en souvient, une petite frappe bien annoncée du côté du Qatar. Oui, la riposte était très calculée. Donc la guerre de 10 jours, elle n'a pas duré assez longtemps pour pouvoir vraiment entamer le potentiel iranien. Et d'un autre côté, elle nous a donné peut-être, globalement, de mauvaises habitudes, ce qui fait que, très honnêtement, on n'était pas prêt globalement. Je dis on parce que nous, comme l'a dit le président, on est sur place, on fait partie, on est sur le théâtre de guerre, on est auprès de nos alliés et des pays avec lesquels on a noué des accords de défense. C'est normal, c'est loyal, c'est indispensable. Mais n'empêche que personne n'était vraiment prêt à subir ce choc et de voir l'Iran frapper tous azimuts. Il y a des cartes, c'est assez étonnant, quoi, hein. Oui. Ils frappent du nord au sud simultanément. C'est pour ça aussi qu'ils font l'économie, puisque la question a été posée, l'économie des moyens. Ça fait partie de la guerre, l'économie des moyens, pour durer. Avec donc des drones qui peuvent avoir encore à disposition ou des missiles qui peuvent avoir encore... Oui. C'est une sorte de riposte graduée. Si on n'arrête pas, ils vont continuer à en produire. Hein. Ça, c'est le vrai sujet. Comment on casse l'outil de production ? Jean-Maurice Ripert. Non, juste un mot sur ce qui a été dit sur le détroit d'Ormuz. Il faut se rappeler quand même, et là je parle sous votre contrôle bien sûr madame, le rôle essentiel que joue l'Iran au cœur de ce qu'on appelle le corridor nord-sud pour les Russes. C'est très bien, même si l'Inde veut acheter du gaz, mais je ne sais pas très bien par où il va passer. Il va falloir regarder par où les gazoducs qui viennent d'Asie centrale et de Russie pourront fonctionner. C'est compliqué. L'Iran est un allié clé
et une situation géographique clé, stratégique pour les Russes, surtout après avoir perdu d'une certaine façon la Syrie et un certain nombre de proxys. Par ailleurs, je pense qu'il y a une deuxième mauvaise nouvelle pour les Russes aujourd'hui, c'est la décision ukrainienne d'aider les Américains à se fournir en drones et en moyens de représailles contre les drones. Alors j'espère que... Accepté par Donald Trump à l'instant, voilà, j'espère cette simplement décision... que M. Zelensky est aussi doué en deal que M. Trump et qu'il a obtenu quelque chose en échange, notamment la reprise de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Mais est-ce que ce n'est pas le problème, justement, l'utilisation de ces patriotes américains dans ce conflit contre l'Iran? C'est un problème militaire. Volodymyr Zelensky, lui, pense que, justement, il devrait... ça risque de tarir encore plus... Pardon d'intervenir encore, mais il n'y a pas un pays au monde qui soit plus aguerri que l'Ukraine. Quand on résiste 4 ans à la Russie, ça veut dire qu'on est intelligent, on sait produire, on a de l'innovation, on a le courage moral aussi de le faire. Il y a plein de leçons à prendre de l'Ukraine. Simplement, on ne peut pas répliquer l'Ukraine dans les pays du Golfe. Enfin, ça se mérite. Je veux dire, c'est un état d'esprit. Mais le savoir-faire qu'ils ont emmagasiné, celui-là, il est extrêmement intéressant. Donc, il y aura un deal, en tout cas, entre Trump et Zelensky. Un soutien massif de l'Union européenne, quand même, à l'Ukraine. Oui, bien sûr. Grâce des milliards et des dizaines de milliards d'euros. Donc, peut-être que la question se posera également en ces termes quand il s'agira d'aider soit la reconstruction de l'Iran, soit un certain nombre de nos alliés sur place qu'il va falloir aider dans leur lutte contre l'Iran, puisque nous ne sommes pas engagés directement, mais à travers nos accords de défense et nos bases. Sur la découverte du détroit d'Ormuz, je voudrais soutenir ce qu'a dit le général. Quand même, ça n'est pas totalement par hasard. S'il y avait une base française à Djibouti, et une base française, une base américaine à Abu Dhabi, on ne découvre pas le problème. Et n'oublions pas la guerre Iran-Irak et les 2 guerres d'Irak. On va écouter justement Volodymyr Zelensky sur cette question. Nos partenaires se tournent vers l'Ukraine pour nous demander de l'aide afin de se défendre contre les drones Shahed grâce à notre expertise et à notre expérience opérationnelle. Des demandes ont été formulées par les États-Unis. Ces derniers jours, j'ai aussi discuté avec les dirigeants des Émirats arabes unis, du Qatar, de Bahreïn, de Jordanie et du Koweït. Nous aidons ceux qui aident l'Ukraine à se défendre contre la guerre et à se rapprocher d'une issue juste à ce conflit. Adel Bakawan. Donc l'Ukraine, en fait, pourrait finir par jouer un rôle dans ce conflit contre l'Iran en apportant effectivement... En fait, l'idée, c'est qu'ils puissent donner ce savoir-faire sur les intercepteurs de drones, c'est ça? C'est possible en termes de connaissances, de savoir, c'est possible. Mais déjà, à l'ordre symbolique, c'est très important. Parce que Donald Trump cherche par tous les moyens pour élargir cette coalition. Il y a des candidats très, très sérieux. L'Arabie Saoudite, les Émirats, les pays du Golfe, mais aussi l'Égypte, la Jordanie. Mais vous parlez de coalition, c'est-à-dire qu'on en serait à vouloir mettre en place une coalition. Ce qui empêche aujourd'hui les pays du Golfe d'entrer dans cette guerre, c'est la présence de 12 approches. Vous avez l'approche émirienne et l'approche saoudienne. L'approche émirienne, les Émirats arabes unis qui ont normalisé leurs relations avec Israël par les accords d'Abraham, souhaitent que les pays du Golfe... Ils ne veulent pas entrer tout seuls. Les pays du Golfe, ensemble, entrent, juste 30 secondes, entrer dans cette guerre-là, collectivement, aux côtés des Israéliens et des Américains contre la République islamique d'Iran. C'est très important symboliquement. Ça changerait la donne, hein? Oui, bien sûr, mais par contre, l'approche saoudienne... c'est un peu plus attentive, un peu plus vigilante, où les Saoudiens, notamment Mohammed Ben Salman, a donné 12 avertissements avant-hier et hier en disant aux Iraniens, si vous n'arrêtez pas, on sera dans l'obligation de riposter. Riposter, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut entrer dans cette guerre-là directement aux côtés des Israéliens et des Américains. Seulement Mohammed Ben Salman, et là ça devient pour moi un indicateur très intéressant, ne souhaite pas, s'il n'est pas vraiment obligé d'intervenir sans les Français, ça c'est des informations que je vous donne, sans les Britanniques, sans les Allemands, sans les Italiens. Et moi j'ai dit aujourd'hui sur un autre plateau, la France a besoin d'un vrai miracle pour ne pas entrer dans cette guerre. Pourquoi? Parce que tout simplement, Aujourd'hui, on a déclaré qu'on mettait à la disposition des Américains nos bases militaires au Moyen-Orient. 1. 2. Calmos. Oui, je vais me calmer. Non, il y a des codicils. 2, bien sûr. 2. On a des accords de défense avec le Koweït, lourdement frappé. Le Qatar, lourdement frappé. Les Émirats, lourdement frappés. Et le troisième élément, j'ai écouté attentivement le président de la République, et là, ça devient très intéressant parce que ça concerne le détroit d'Ormuz, que nous donnons comme mission pour sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire quoi sécuriser? Je m'arrête, promis. C'est-à-dire quoi sécuriser? C'est pas par la voie diplomatique.
C'est pas avec le théâtre ou la musique, c'est par la coalition, c'est par des armes. Autrement dit, on sera confronté directement aux gardiens de la révolution qui ont changé radicalement leur stratégie à frapper tout le monde et au même temps. Jean-Maurice Ribert, là-dessus. Sur cette coalition, ce serait un bouleversement historique extraordinaire. Je rappelle aussi les difficultés qu'ont les Saoudiens depuis des années et des années à essayer de se débarrasser des Houthis et de ramener la paix au Yémen, sauf erreur de ma part. Non, je ne me trompe pas. Bien sûr. Donc j'espère que cette coalition se formera, d'abord parce qu'elle légitimera éventuellement... Donc ça serait une coalition qui aurait l'objectif justement de soutenir les États de la région, c'est ce qui vient d'être dit. Et de débloquer le détroit d'Ormuz. Débloquer le détroit d'Ormuz, c'est ce qu'a dit le président de la République, et d'éviter aussi, parce que quand même, parlons des choses importantes, c'est le peuple iranien qui meurt pendant ce temps-là. C'est celui qui est déjà mort, en partie, à Téhéran, pendant les révoltes, des dizaines de milliers de jeunes. Encore une fois, moi j'ai été stupéfait d'entendre ce matin sur une radio, des jeunes Français interrogés sur le trottoir et qui disaient « cela ne nous concerne pas ». Si, cela nous concerne. Et je pense aussi, il faudra en parler qu'un jour, il faudra qu'au-delà de cette coalition se reforme une coalition aux Nations Unies pour donner de la légitimité en droit international à ce qui se passe. Je voudrais le dire parce que c'est important. N'oublions pas quand même qu'il s'agit avant tout de libérer le peuple iranien de la République islamique. Ah oui, mais c'est un vaste projet. Oui. Général Palomero, sur cette coalition, parce qu'on avait l'impression que le président Emmanuel Macron était prudent, qu'il était sur une sorte de ligne de crête. Là, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, envoie des avions, si j'ai bien compris. Donc il va y avoir effectivement, à votre avis, l'entrée dans une coalition, il va y avoir des tentatives de débloquer le détroit d'Ormuz. Là, c'est quand même... Parce que là, pour le moment, on ne parle que de défensif. On ne va pas s'ériger en maître unique des opérations, mais je trouve que l'attitude française, très honnêtement, si ce n'était pas le cas, je le dirais aussi, est à la fois raisonnable, elle correspond à un engagement qu'on s'est donné avec des pays hôtes, et on les soutient. On est là au moment où ils sont en difficulté. Il se trouve que nos intérêts sont communs. C'est normal, si on a signé des accords de défense, c'est qu'il y avait des intérêts communs. Mais ça, c'est bilatéral. Maintenant, on parle d'une coalition. Non, mais donc c'est bilatéral. Attendez, on est en Jordanie. Et puis, ça se complète. Donc, c'est légitime. Et ce qui est légitime aussi, je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit au début de ce débat, c'est Hormuz, quoi. Enfin, accepter une défaite en race campagne, si je puis m'exprimer ainsi, dans le détroit d'Ormuz, ça serait contraire non seulement à nos intérêts, mais je pense que la République islamique en tirerait un grand avantage. Mais général, ça veut dire escorter les navires dans le détroit. Celui qui a la solution, il faut qu'il la présente, parce que c'est compliqué, mais il faut y réfléchir. Mais tout le monde est d'accord avec ça. En fait, c'est quand même, à part l'Iran, tout le monde est d'accord pour libérer ce détroit d'Ormuz, pour libérer le commerce. Je pense qu'à partir du moment où tout le monde se met en droite ligne pour trouver une solution, Chine, États-Unis, les pays du Moyen-Orient, enfin même l'Europe, a priori, compte tenu de la force qui est sur place, d'ailleurs, le niveau de défense, je n'y connais rien en termes de guerre, mais enfin, je pense qu'il y a les moyens, en tout cas économiques, parce qu'il va y avoir une réalité économique si ça perdure. Y compris d'ailleurs sur les livraisons de nourriture, pas seulement, on ne parle pas que du pétrole et du gaz. Alors nous, en Europe, il faut quand même le dire, on n'a pas de problème d'approvisionnement, on a un problème de prix. C'est-à-dire qu'on ne va pas véritablement s'approvisionner là-bas, c'est plutôt l'Asie. Je suis obligée d'aller très vite. S'il y a un problème d'approvisionnement pour l'Asie, mécaniquement, les cours mondiaux augmentent. Donc nous, on est pénalisés par ce canal-là. L'Asie est pénalisée par les deux canaux, l'approvisionnement et le prix. Ils ont besoin, la Chine n'a pas d'autre moteur que le moteur économique pour sa croissance, donc elle ne va certainement pas s'asseoir et attendre que le conflit s'arrête. Enfin, en tout cas, il y aura des pressions de ce côté-là. En plus, les États-Unis ne sont pas d'accord de voir arriver de l'inflation importée avec le pétrole. Je vous rappelle donc ils sont touchés aussi par la fermeture à mi-mandat. Les élections à mi-mandat arrivent en novembre, c'est dans très bientôt. Donald Trump a toujours promis qu'il arriverait à lutter contre l'inflation et notamment la hausse du pétrole, qui est si importante pour les Américains. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Et c'est bientôt le mois de novembre. Pour l'instant, on va dire qu'on arrive dans les bonnes périodes. C'est-à-dire, c'est les périodes d'été, on ne se chauffe pas trop. On va dire qu'on peut calmer les risques. Mais à partir du mois de septembre, ça reprend. Alors, je ne sais pas, je pense que les États-Unis sont quand même conscients de ça. Il y a quand même une myriade de facteurs
économique qui impose des solutions militaires ou en tout cas géopolitiques, diplomatiques. Mais est-ce que finalement les États-Unis ne visaient pas la Chine finalement dans cette guerre en Iran? Non, franchement, je ne crois pas du tout. Finalement, c'est la Chine qui prend le plus cher, si je puis dire, de cette fermeture du détroit d'Ormuz. Elle est mécontente. Oui, la Chine est l'Inde, mais la Chine en particulier. Juste un point sur la Chine. Je pense que la Chine, d'abord, déteste tout ce qui est déstabilisation de l'ordre mondial, ne serait-ce que parce qu'elle est dans une situation économique qui n'est pas si bonne que ça, et que c'est catastrophique pour elle dans la situation actuelle. La deuxième chose, c'est parce que quand même, je rappelle que la Chine et la Russie ont fait partie du groupe de négociation de ce qu'on appelle le JCPOA, c'est-à-dire l'accord nucléaire signé à Vienne en 2015 avec l'Iran, et que, paradoxalement, la Russie et la Chine font partie des pays les plus hostiles à la prolifération nucléaire. Il ne faut pas se tromper de ce point de vue-là. Leurs intérêts convergent plutôt avec ceux des États-Unis et des puissances dites dotées. Donc, et en même temps, la Chine a un partenariat stratégique avec l'Iran. Oui, mais vous savez les mots, bien sûr. Oui, elle a un partenariat stratégique avec l'Iran, et notamment, elle doit l'aider dans sa capacité militaire. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Apparemment, on dit que les approvisionnements auraient sérieusement ralenti, voire cessé. Je pense que la Chine y regardera 2 fois avant de soutenir un régime qui, pour l'instant, c'est quand même toujours pas exclu, risque de s'effondrer. Je ne crois pas par ailleurs que les Chinois soient fascinés par la République islamique. De ce point de vue-là, vu leurs propres problèmes de minorité, notamment musulmane en Chine. Oui, mais il faut faire attention aux mots. C'est un allié dans les mots. Excusez-moi, la capacité diplomatique de la Chine, moi j'ai beaucoup de respect pour la Chine, et j'y ai été ambassadeur, vous l'avez dit. Enfin, je ne pense pas qu'en ce moment, la Chine soit en capacité d'appeler M. Laridjani pour lui dire il faut arrêter. Ils ne vont pas intervenir. Un mot sur M. Laridjani, dont tout le monde parle. Pardon, je m'arrête. Non, je vous en prie. Tout le monde dit les États-Unis sont passés de Reza Pahlavi, du fils du chat à Madame Pahlavi, et maintenant ils sont pour Laridjani. Attention, M. Laridjani, c'est l'homme qui a négocié le JCPOA. C'est aussi cet accord du nucléaire, oui. C'est donc lui qui a menti de manière constante vis-à-vis des Occidentaux. Alors, il est très sympathique, il parle très bien anglais, il est très occidentalisé, tout le monde l'adore. C'est un dur de chez les durs, il ne faut pas se tromper. Il était conseiller du guide et il est à la tête du Conseil national de sécurité. Donc, ne nous trompons pas, et ce jeu, laissons aux Iraniens le choix de leurs futurs dirigeants. Sur la Chine, général, il y avait un accord tout de même d'achat de missiles chinois supersoniques d'une portée de 290 km. Ça, c'est ce qu'on lit. C'est des négociations qui auraient été accélérées et finalement peut-être pas finalisées. Ça vous dit quelque chose ou... Il y a des intérêts croisés, si vous voulez, au point de la Russie, l'Iran et puis la Chine. Ça se croise, ça se décroise. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas les missiles. Les Iraniens en produisent, et ils les ont, c'est démontré là, pendant la guerre d'Israël, la fameuse guerre des 12 jours. Je pense que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se préparer à une guerre longue, de ménager ses effets, tout en continuant à inspirer la terreur et en mobilisant, si vous voulez, peut-être même les opinions mondiales, parce que les Iraniens sont assez forts dans la manipulation aussi. Il faut pas sous-estimer tout ça. Mais pour revenir 30 secondes sur ce que j'ai appelé la bataille d'Ormuz, on ne peut pas extraire la bataille d'Ormuz de la guerre totale. Parce que... Mais donc là, on va vers la guerre totale. C'est une partie, et c'est un vrai sujet, mais il faut l'aborder absolument. C'est de se dire quels objectifs rationnels on peut se fixer pour débloquer le détroit d'Ormuz, sans forcément être embarqué dans la guerre totale, mais au moins définir un volume. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment, les Pasdaran, ils ne sont pas idiots, ils vont aller au fin fond de je ne sais où. Leurs drones font plusieurs centaines de kilomètres pour certains d'entre eux. Les missiles balistiques, on n'en parle pas, mais ils n'en tireront pas beaucoup. Ils ont les embarcations rapides. Donc là, il y a... Et le fait que le président l'ait abordé comme ça prouve qu'il est bien conscient de cet enjeu. Mais on ne peut pas le perdre. Parce que d'un point de vue économique, Stéphanie Villers, quel est l'impact en Europe de cette fermeture du détroit d'Ormuz ? La Russie a déjà dit qu'a priori, elle ne va plus exporter du tout d'hydrocarbures en Europe. Ça, c'était une déclaration d'il y a 2 jours. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation, augmentation de l'essence ? Voilà, il y a eu une augmentation mécanique, mais enfin qui reste quand même mesurée. On n'a pas un rebond massif. Ensuite, comme je vous dis, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres.
Nous, en France, en fait, on ne dépend pas du gaz, par exemple, comme l'Allemagne, dans sa capacité de production. L'Allemagne va être plus sensible à des hausses, à un emballement du prix du gaz. Donc c'est plutôt le prix du gaz qui va avoir un impact. Alors là, pour l'instant, en fait, le rebond se fait véritablement sur le gaz, plus que sur le pétrole. Et on parle plutôt d'un choc gazier qu'un choc pétrolier. Pour l'instant, c'est sur cette matière première-là qu'on a vu le plus fort rebond. C'est là où on est le plus attentif. Ensuite, pour l'instant, on a connu la guerre en Ukraine qui a vraisemblablement beaucoup plus pesé en Europe que la guerre au Moyen-Orient, parce que je rappelle qu'en Europe, notre approvisionnement vis-à-vis du Moyen-Orient reste relativement faible. Et on a un peu tiré les leçons de la crise de 2022. On a essayé d'avoir plusieurs pôles d'approvisionnement, notamment en France. On ne mise pas tout sur le même cheval. Je pense à l'Allemagne, qui avait misé 100% sur la Russie et qui s'est retrouvée dans une situation récessive, et elle est encore en situation de récession. Donc il y a des leçons qui ont été tirées. Il n'empêche qu'en Europe, ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive pas à être autonome sur notre énergie. En 2022, on se disait qu'il fallait tirer les leçons et qu'il fallait qu'on arrête de rester dépendant de cette énergie fossile. Et on voit qu'en 4 ans, les choses n'ont pas tellement avancé. Sur les pays arabes, ces pays du Golfe, Adel Bakawan, donc vous parliez peut-être d'une coalition. Est-ce que ça va impacter leurs économies, je dirais, de manière vraiment importante? Parce que là, on a vu tous ces expatriés. C'était un peu l'Eldorado, Dubaï. Et puis là, tout d'un coup, on voit effectivement des explosions. Est-ce que ça va impacter durablement l'image de ces pays économiquement et comme pôle d'attractivité, en fait? Écoutez, le modèle golfien, depuis l'échec du printemps arabe, ce que j'appelle dans mon livre, dans mes papiers de recherche, c'est l'autoritarisme basé sur 3 éléments, 3 principes. Le premier, la sécurité. Le deuxième, la stabilité. Le troisième, le développement économique, sans jamais parler de la démocratie, de l'ouverture, etc. Et MBS s'était rapproché des Iraniens ces derniers temps. Il y avait de la diplomatie. Le 10 mars 2023, il a signé un accord stratégique sans précédent à Pékin avec la République islamique d'Iran. Et même depuis un mois et demi, les pays du Golfe, ils ont mobilisé tous les moyens pour empêcher cette guerre. L'ancien guide Ali Khamenei était très reconnaissant par rapport à ces efforts de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Koweït et surtout Oman et Qatar. Et pourtant, avec sa disparition, il y a un élément très très important. Il a pris le pouvoir en 89. Jusqu'à 2026, il n'y a jamais eu des attaques directes contre les pays du Golfe, à part cette petite parenthèse contre la base américaine au Qatar. Et le président de la République, il s'est excusé. Même le guide, il s'est excusé. Et avec sa disparition, c'est Ali Larijani qui arrive au pouvoir, qui est né à Najaf. C'est un docteur en philosophie, il n'est absolument pas religieux. Le premier conseiller, il est un enfant des gardiens. Vous savez, en ce moment, il y a 2 personnalités qui dirigent la République islamique d'Iran. C'est Khalibaf, le président de l'Assemblée, qui est un enfant des gardiens, lui aussi, un général, qui est devenu le président de l'Assemblée nationale, et Larijani, qui est le responsable de la sécurité nationale. Ces 2-là, ils ont décidé de changer la stratégie à 180 degrés à l'opposé de celle de Khamenei, à savoir frapper directement ces pays du Golfe qui ont mobilisé tous les moyens pour empêcher la guerre. Et oui, pour répondre à votre question, le processus économique, le développement, les perspectives, la vision 2030, Dubaï, Abu Dhabi, tout est en ce moment, et je ne dis pas en panne, je dis entre parenthèses, est mise en cause. C'est pourquoi ça devient une question économiquement existentielle et importante pour les pays du Golfe. Ou bien les Pasdaran arrêtent ces attaques-là, ce qui est peu probable, ou bien ils sont dans l'obligation d'intervenir pour stopper militairement ces attaques. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc c'est le scénario d'une guerre totale, vous pensez, le plus probable, monsieur l'ambassadeur? Ou est-ce que Trump pourrait décider dans une semaine d'arrêter parce que son opinion, parce qu'une partie des MAGA ne souhaite pas d'intervention militaire? Ça peut tenir à... Tout est toujours possible. On peut aussi rêver. Est-ce qu'il y aurait des négociations en même temps? On voyait sur le site Axios qu'il y avait hier des négociations entre les Américains et les Iraniens. C'est possible? Écoutez, tout est possible. Il y a sûrement dans les scénarios politiques à la Maison-Blanche un scénario
scénario à la vénézuélienne, trouver cette idée de trouver un général de l'armée Donc ce ne serait pas Larijani, si je comprends bien. De l'armée régulière. Parce qu'il faut quelqu'un ça ne peut pas être un religieux pour être acceptable par la population. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que personne ne demandera l'avis de la population, ni à la Maison-Blanche, ni sur place. Parce que tous les noms pour succéder à Ali Khamenei, c'est la ligne dure. Hein. Si Trump s'arrêtait aujourd'hui tout seul, ce serait là encore une véritable révolution, si j'ose dire, et un coup de tonnerre, parce que ça voudrait dire l'abandon d'Israël. Et ça, c'est plus grave pour la communauté internationale, pour les Américains, que l'abandon de l'Ukraine, qui, globalement, on l'a vu malheureusement pour les Ukrainiens, n'a pas produit les effets que les Ukrainiens espéraient en politique intérieure. J'ai du mal à penser que dans les difficultés actuelles rencontrées par le président Trump, mais je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, avec cette situation économique qui va continuer à se dégrader, même si au passage, je pense que les compagnies qui produisent du gaz aux États-Unis doivent faire un certain nombre de bénéfices. Je sais bien. Oui, mais il ne faut pas oublier l'importance des lobbies à la Maison-Blanche. Enfin, dans cette situation-là, est-ce que le président Trump va prendre le risque d'abandonner Israël ? Je ne suis pas sûr. Donc, il est un peu... C'est Israël qui a la main, je pense qu'Israël a la main, c'est évident. Et je pense qu'Israël essaye de tout faire pour entraîner le maximum les États-Unis derrière eux. Il faudra qu'ils fassent, de ce point de vue-là, le changement de régime, d'orientation du régime iranien, c'était du pain béni. C'était un miracle pour Israël de se retrouver d'un seul coup avec cette mobilisation de l'ensemble du monde arabe sunnite, notamment contre l'Iran. Il faut quand même que les Israéliens fassent extrêmement attention, de mon point de vue stratégique, là je ne parle pas de politique, à ce qui va se passer au Liban. Parce que si effectivement les Iraniens vont jusqu'au bout de ce qu'ils disent, c'est-à-dire une invasion terrestre du Liban, là ça va être encore les Israéliens, là ça va être beaucoup plus difficile parce que non seulement c'est là encore totalement contraire au droit international et aux résolutions des Nations Unies, mais là les Américains auront du mal à les soutenir. Et la France essaye d'intervenir d'ailleurs. Hein. Oui. Il y a eu des déclarations d'Emmanuel Macron sur le Liban. Le chef d'état-major est à Beyrouth, j'ai compris ça. Jean-Paul Paloméros, dernier petit mot de conclusion. Sur le Liban, peut-être, alors, la France pourrait jouer un rôle, là, des toutes dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Les opportunités se représentent, l'histoire ne repasse pas deux fois les plats. Là, c'est un peu le cas, en l'occurrence. Israël a à la fois tout intérêt et une opportunité. Je vais oser d'en finir, entre guillemets, avec le Hezbollah. En tout cas, pour une durée sensible et efficace. On ne pensait pas que le Hezbollah avait conservé des capacités de cette nature. Merci beaucoup, Général Paloméros, Stéphanie Villers, Adel Bakawan. Merci, Jean-Maurice Ripert. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube.